Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Madame Baroni dans le cadre du cycle Votre futur métier, donc qui est un ensemble d'interviews d'anciens diplômés UMONS présentant leur métier. Et donc bonjour Madame Baroni, est-ce que Bonjour. vous pouvez nous donner déjà votre parcours académique? Oui, bien sûr, donc avec plaisir. Tout d'abord, je vous remercie d'entreprendre ce genre d'événement. Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment très chouette et je suis heureuse d'y participer. Alors moi, j'ai un parcours académique, donc j'ai commencé comme ingénieure civile. Donc, je suis diplômée de la faculté polytechnique de Mons. Je suis de la promotion 169, c'est-à-dire que j'ai été diplômée en 2012. En tant qu'ingénieur civil en chimie, procédés de l'industrie chimique. Et puis, j'ai fait une thèse que j'ai commencée en 2014, cette fois-ci à la faculté de médecine et pharmacie, et que donc j'ai eu très fière de terminer en 2018. Donc, voilà, j'ai été diplômée docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Merci. Alors, où est-ce que vous travaillez actuellement? Alors, actuellement, je suis chercheuse post-doc à l'Université catholique de Louvain. Donc ça, Ok. c'est mon métier actuel et je suis aussi indépendant complémentaire. Donc, j'ai une activité d'indépendant complémentaire en parallèle. Voilà. Ok. Et en tant qu'indépendante complémentaire, quelle est votre mission, votre travail? Donc, j'ai décidé de me lancer tout doucement. Donc, ça, c'est l'avantage de l'indépendance complémentaire pour faire de la communication scientifique et de Ok. l'expertise scientifique aussi. Donc, c'est vraiment mettre à disposition cette branche de la science que j'adore beaucoup, qui est la communication, la mettre à la disposition de différents secteurs et différents publics. Voilà, donc ça va de la vulgarisation scientifique à la création de contenu scientifique, même plus de pointe, etc. Voilà. Ok. Ah, mais c'est très intéressant, merci. Alors, dans le cadre de votre métier de chercheur postdoc à l'UCL, est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les missions principales de ce métier? Oui, bien sûr. Les missions principales du chercheur, c'est de faire de la recherche. Donc, c'est d'apporter sa toute petite pierre au grand édifice scientifique mondial, international, parce qu'en effet, maintenant, on a la chance quand même d'être ultra connecté. Donc, la recherche avance très vite. Donc, ça, c'est quand même chouette. Et puis, c'est vraiment de participer à tout cet engouement scientifique, que ce soit de la recherche fondamentale. Donc, ça va vraiment, on dit souvent, c'est de la recherche pour la recherche, c'est se poser des questions dont personne ne s'est jamais posées, d'y apporter des réponses ou des non-réponses, à de la recherche appliquée, où là, on va vraiment travailler on va même être dans du design de produits. Donc là, on est beaucoup plus proche de l'industrie, de la finalité, quoi. Donc, donc ça c'est la mission de la recherche. Et puis la mission du chercheur au sein de la recherche, c'est il y a sa part d'apporter de contribuer à cette recherche intellectuellement, donc de se poser ces fameuses questions, de faire sa recherche biblio, de voir ce qui existe déjà en état de l'art, et puis de se dire, tiens, qu'est-ce que moi et qu'est-ce que mon équipe de recherche peut apporter de neuf. Et puis, il y a le travail concret en laboratoire. Donc, après discussion scientifique, on va établir différents objectifs et puis on va se rendre en labo. Dans mon cas, après, il y a des recherches, je fais de la recherche scientifique. Mais dans mon cas, on va se rendre en labo et puis là, on va vraiment mettre la main à la pâte. Et puis, on obtient des résultats ou on n'en obtient pas. Et là, à ce moment-là, il faut les interpréter. Donc, il y a aussi une part de réflexion derrière ce qu'on a obtenu, ce qu'on a observé. On met tout ça en musique et puis on communique. Donc, ça, c'est ma partie préférée, j'avoue, c'est de prendre tout ça et d'avoir toutes ces données brutes et puis d'en faire une jolie histoire que d'autres scientifiques comprendront ou que même en voyant un peu plus loin, que le grand public peut comprendre. Ok, merci. Alors, est-ce que vous pourriez décrire une journée type professionnelle en tant Oui, que chercheur? bien sûr, du coup, ça regroupe un peu ce que je disais avant. Donc, en fait, la journée, elle va vraiment varier en fonction des objectifs qu'on aura fixés. Donc, on peut avoir une journée où on va avoir une réunion purement scientifique pour un peu réfléchir à ce qu'on va faire.
Et puis, du coup, en fonction de ces objectifs, la journée, typiquement, ça va être soit du métier plutôt de bureau, donc dans mon cas, où on va établir des protocoles, faire de la recherche biblio. Donc là, c'est vraiment très derrière son PC, on peut même travailler de la maison, du coup. Donc, faire cette partie-là. Et puis, une fois qu'on a un plan de protocole qui est assez clair et qu'on a une vue assez nette des expériences qu'on doit mener, là, on a une partie plus technique, j'ai envie de dire, où là, on va vraiment au labo. Et si c'est un labo de chimie, où voilà, on fait nos expériences, il y a une partie analyse, où on analyse ce qu'on a produit. Et puis, il y a de nouveau la partie de bureau, où là, on interprète les résultats. Et où, éventuellement, on les met en forme pour écrire un papier scientifique, ou une communication, un poster, faire son PowerPoint pour pouvoir le présenter à diverses assemblées. Et quand Covid nous le permet, il y a aussi des journées qui sont très, très chouettes, qui sont les journées de conférences, de meetings internationaux, où là, on rencontre plein d'autres chercheurs de plein d'autres universités ou d'horizons. On a l'occasion de présenter nos travaux et on a l'occasion d'en discuter entre nous. Et ça, c'est aussi quelque chose de très excitant. Okay. Voilà. Merci. Alors, mais quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier? Ouais. Alors, les compétences nécessaires pour être chercheur, déjà, il faut aimer chercher. Donc, il faut être curieux. Je pense, il faut vraiment toujours avoir ce côté, ah, mais si on faisait ça, si on faisait ça, donc être vraiment curieux de l'inconnu et ne pas être mal à l'aise face à l'inconnu. Il faut pour moi faire preuve d'une grande autonomie et parce que c'est un travail où on demande de l'autonomie, surtout en recherche académique, on demande vraiment de faire preuve de simplement savoir se débrouiller un peu tout seul et de prendre des décisions voilà, de faire preuve de proactivité à ce niveau-là et de ne pas avoir peur d'une certaine forme de travail en solitaire finalement, parce que c'est vrai qu'en labo, derrière sa paillasse, derrière sa table de laboratoire, on est un peu seul. Bon, il y a des moments où on se retrouve entre scientifiques, on en discute, mais c'est vrai que majoritairement, c'est plutôt un travail solitaire avec de temps en temps du travail en équipe. Plutôt, par exemple, si on travaille en industrie, en project management, où là, on va plutôt être un travail d'équipe et de temps en temps être plutôt solitaire. Donc là, voilà, cette balance-là, il faut être très à l'aise avec un travail en autonomie et solitaire. Pour moi, il faut maîtriser l'anglais, même si ça peut se dérouler la première année de recherche, par exemple, la première année de thèse, bien sûr, voilà, c'est une compétence en tant que scientifique qu'on doit absolument avoir. Et le mieux, c'est d'être à l'aise aussi en communication. Parce que voilà, le but, quand même, c'est de pouvoir communiquer à la fin. Parce que si on garde tout ça dans notre tête, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, pour moi, ce sont des compétences intéressantes. Ok, merci. Alors, avant de poser la dernière question de l'interview même, moi, j'ai plutôt une question de curiosité. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à la Polytech, donc dans le domaine sciences des matériaux, chimie sciences des matériaux, et puis que vous êtes allé faire un doctorat en faculté de médecine et pharmacie? On se doute bien qu'il y a des domaines qui sont liés, mais est-ce que c'est le domaine, c'est le titre de la recherche, hein, c'est la recherche qui vous a attiré ou c'est vraiment le domaine médical qui vous a plutôt attiré? Merci pour cette très belle question parce qu'elle fait un peu le lien avec ce qu'on dira à la fin. Bien, moi, j'ai pas peur de changer de carrière ni de changer d'orientation. Donc, ça se voit très fort dans mon parcours professionnel. Et simplement, en fait, j'ai fait 2 ans d'industrie, comme vous l'avez dit, donc où j'ai été ingénieure pendant 2 ans dans une société qui fait une boîte métallurgique, donc qui fait des produits consommables pour la soudure, donc vraiment rien à voir avec le pharma. Et j'avais ce besoin de travailler pour le vivant. J'avais un peu cette quête de sens, j'ai besoin de faire quelque chose pour apporter quelque chose à l'humanité, aussi humblement puis-je l'apporter. Et donc, j'ai commencé à chercher des métiers dans le pharma, mais c'était toujours des métiers d'ingénieur. Le métier d'ingénieur ne me plaisait plus tant que ça. Donc, je pensais que, voilà, je trouvais que ça ne me correspondait pas forcément. Et ce n'est pas vraiment la recherche qui m'a attirée, c'est vraiment le sujet. Ça, c'est comme vous l'avez dit. Donc, un des moyens de finalement me reconvertir sans faire des études, c'était de faire une thèse.
J'ai refusé plusieurs thèses en ingénieur. Donc, à la faculté Polytechnique, ils étaient là, ben, on a plein de thèses. Et j'étais là, non, je ne veux pas faire une thèse en ingénieur, je ne veux pas faire une thèse pour faire de la recherche, je veux faire quelque chose qui me botte en termes de sujet. J'ai eu la chance d'être contactée par Madame Alexandra Belaïev, donc, qui était professeure à l'Université de Mons, qui m'a dit, bah, écoute, nous, on a besoin d'un chimiste pour répondre à une problématique pharma et biomédicale. J'étais là, ah, là, ça commence à me plaire. Et donc, là, on a élaboré le sujet de ma thèse et j'étais là, non, moi, je veux vraiment faire ça. Je veux faire ce sujet-là, donc, c'était du design de molécules pour faire du transport de matériel génétique. Donc, c'est en plus maintenant à fond dans le thème Covid, donc ça tombait bien. Enfin, on ne savait pas à l'époque, mais voilà, donc c'est un peu travailler dans ce thème-là. Et j'étais là, ouais, ça, c'est vraiment ce que je veux faire. Et on a soumis le projet au FNRS et j'ai eu la chance d'avoir une bourse FNRS pour me lancer dans l'aventure. Et là, ça a été le rêve pour moi parce que pendant 4 ans, j'ai travaillé sur un sujet qui me plaisait énormément. Donc voilà. Ok. Voilà. Ah ben, c'est parfait, merci. Alors, donc notre dernière question de l'interview, c'est finalement, quels sont les conseils de type insertion professionnelle que vous donneriez donc aux étudiants qui sont présents pour dès qu'ils ont fini leur diplôme ou qu'ils ont acquis leur diplôme ou un peu avant, mais pour entrer dans le marché de l'emploi? D'accord. Alors moi, je vais diviser ça en 2 parties, des choses à ne pas faire et des choses à faire. Je vais commencer par les choses à ne pas faire. Donc pour moi, il faut donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas connaître sa juste valeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est connaître sa juste valeur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que les étudiants de l'université de Mons sont quand même relativement naturellement, en tout cas dans les entretiens, ça revient à chaque fois, c'est qu'on peut faire preuve vraiment d'une vraie authenticité. Ça veut dire qu'on connaît notre juste valeur sans nous surévaluer, mais non plus sans non plus se dévaluer. Ça, c'est une erreur en tant que scientifique qu'on va faire souvent et en tant que femme encore plus. Donc, en tant que femme scientifique, donc que ce soit ingénieure ou des sciences générales, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire arriver à un entretien en se disant « Oh, Dieu merci, on m'offre cet entretien, j'accepterai n'importe quel salaire, n'importe quel travail. » Donc ça, c'est pas bon, ni pour l'employeur, ni pour nous. Donc je pense qu'il faut vraiment garder cette juste valeur de nous-mêmes et l'assumer sans se dire qu'on fait un péché d'orgueil parce qu'on sait ce qu'on vaut. Mais ça, c'est une règle pour la vie en général, mais qu'il faut appliquer aussi en entretien. Et puis, j'avais attendez, parce que j'avais écrit ça. Et donc, dans les choses à faire, oui, voilà. Mais du coup, c'est lié. Hein, c'est enfin, ne pas accepter de job par dépit en disant bon, c'est toujours mieux que le chômage ou que mon temps d'arrêt de travail. Non, il faut être assez patient et se dire ben non, moi, je cherche l'opportunité qui me convient à moi et pas la première opportunité qui me vient sous la main. Et je dis ça surtout pour les postes en académie où souvent, malheureusement, je trouve, déjà, ils ne sont pas faciles à obtenir, les postes en académie, sauf peut-être certaines thèses. Mais faire une thèse par dépit parce que j'ai rien trouvé d'autre et en attendant, je fais une thèse ou j'ai rien trouvé d'autre en attendant, je fais un postdoc, je trouve que c'est un mauvais calcul pour tout le monde aussi. Parce que pour faire une thèse, il faut beaucoup de courage. Bon, pour tous les métiers. Mais la thèse, il faut vraiment s'accrocher. Et je pense que si ce n'est pas quelque chose qui brûle au fond de nous comme un sujet passionnant, par exemple, ça rend les choses encore plus compliquées, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un des conseils que j'ai. Aussi, pour moi, il ne faut pas avoir peur de changer de carrière. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle qui le dit. On n'est pas obligé de choisir une carrière à 23 ans et de garder la même carrière jusqu'à 65, 67 ou jusqu'à nous mettre à la retraite. C'est écrit nulle part et on n'est pas obligé de s'infliger ça. Pour moi, il faut toujours être en accord avec soi-même et c'est normal qu'à 23 ans, on ne soit pas pareil qu'à 35 ni à 55. Et donc, il ne faut pas avoir peur, ou même entre 23 et 25 ou n'importe, il ne faut pas avoir peur de se dire, bah oui, ok, j'ai été ingénieur jusqu'à hier et puis demain, je serai dans le pharma et puis après-demain, je serai journaliste et puis je ne sais pas. J'ouvrirai un restaurant parce que c'est ce qui me plaît finalement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, pour être heureux et pour travailler correctement, on passe quand même plus de 40 heures par semaine au travail. Je pense qu'il faut s'écouter et il ne faut pas avoir peur de se dire ouais, ok, c'est bon, je le fais, je prends cette opportunité.
Ça, c'est un conseil que je peux donner aussi. Et il y a un dernier conseil que je donne aux jeunes et aux moins jeunes, donc à tous ceux qui vont vivre un entretien, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un entretien d'embauche un entretien, c'est la signature d'un contrat. L'aboutissement, c'est la signature d'un contrat qui doit être win-win. Donc, pour moi, il n'y a pas que l'employeur qui y gagne. Ça doit vraiment être, c'est comme rencontrer quelqu'un avant de se mettre en couple, hein, finalement. Les deux doivent être heureux et les deux doivent être d'accord sur ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que souvent, en entretien, on a cette question de « mais pourquoi on doit vous choisir vous en tant que candidat plutôt qu'un autre ?» Et moi, j'aime bien répondre à cette question. Je trouve que cette question est légitime et normale, mais j'aime bien aussi poser cette question. Mais pourquoi moi, je dois vous choisir vous en tant qu'employeur et pas une autre industrie ou une autre entreprise? Et souvent, les employeurs ceux qui vont passer l'interview sont un peu déstabilisés en disant c'est à vous de répondre. Et je dis non, parce qu'en fait, c'est important. C'est important que moi, j'y gagne aussi parce que finalement, oui, vous me faites l'honneur et l'opportunité d'avoir ce job et ce salaire qui fait que je vais avoir une belle vie, normalement. Mais moi aussi, je dois être heureux de travailler pour vous. Et finalement, vous devez me convenir en tant qu'employeur autant que je dois vous convenir en tant qu'employeur. Donc, ça, c'est vrai pour les jobs en industrie. C'est vrai aussi dans une démarche de clientèle si on est indépendant. Et c'est vrai aussi pour l'académique. Il faut savoir dans quel genre d'équipe on met les pieds et si le sujet nous convient, si l'ambiance nous convient. Et de là, je fais le dernier point avec… ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir à 23 ans, c'est faire la différence entre un métier et un environnement professionnel. C'est deux choses complètement différentes. On peut adorer un métier et se retrouver dans le mauvais environnement professionnel et se dire, remettre en cause le métier alors que c'est l'environnement professionnel qui ne convient pas. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain aussi majoritairement, malheureusement. C'est souvent quand on rencontre des environnements professionnels qui ne nous conviennent pas qu'on se dit « Ah ben ça, c'était pas pour moi ». Et puis, on change aussi en vieillissant, en changeant, on commence à avoir une famille, etc. Il y a des environnements qui vont mieux nous convenir que d'autres. Et ça, voilà, faire la part des choses entre le métier et l'environnement professionnel, c'est aussi important. Voilà. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Oui. Alors, voilà, je vais laisser la parole aux étudiants. Donc, soit vous laissez votre question dans le fil de conversation ou vous levez la main et je vous donne la parole rapidement. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Mais oui, il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà, c'est une occasion pour vous d'avoir plein d'infos sur le métier et sur la carrière même. Oui. Je n'ai pas fait que chercheuse, j'ai fait d'autres choses. Donc vous pouvez même poser des questions sur le métier d'ingénieur. Voilà. Alors, voilà, il y a Madame Breton qui souhaite poser une question. Donc, je vous laisse la parole et vous pouvez mettre votre caméra. Ça me semblera plus sympathique. Bonjour. Du coup, je suis en master 1 en sciences pharmaceutiques et je voulais savoir c'était quoi les conditions pour intégrer l'école doctorale. Donc, pour simplement faire une thèse, réussir son master, c'est déjà une bonne chose. Non, donc voilà, c'est réussir son master. Et puis, ça, les conditions, en fait, ça se discute avec les futurs promoteurs. Et ça dépend un peu des bourses que vous allez chercher pour financer votre doctorat. Donc, il faut savoir, la recherche, c'est toujours un peu le gros problème, c'est qu'il faut trouver les financements pour se payer nous-mêmes en tant que chercheurs et puis payer ne fût-ce que les produits que vous allez utiliser, etc. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de voir un peu dans quel sujet vous voudriez faire votre recherche pour trouver les promoteurs qui seraient dispo à travailler avec vous en tant que future doctorante. Et puis, à ce moment-là, de voir un peu les offres de bourses qui existent. Et il y a certaines bourses qui vont exiger, donc par exemple, moi, la bourse que j'ai eue, qui est une bourse aspirante au FNRS, c'est une bourse qui va exiger d'avoir un certain grade au moment de la diplomation. Donc, c'est une bourse qui va demander à ce que ce soit des profils plutôt grande 10, avec un certain classement, etc. Puis, il y a des bourses qui ne demandent pas ça du tout, qui vont simplement demander, bien sûr, le diplôme de master, mais qui vont demander un certain type de sujet, donc qui vont être plus exigeantes au niveau du sujet.
Ou alors, il y a les bourses PRIA FNRS qui, elles, se préparent et se défendent devant jury. Donc voilà, au niveau de ce dont vous avez besoin pour pouvoir entamer votre doctorat, ça dépend vraiment du type de bourse pour moi que vous allez viser. Ça dépend du sujet et du promoteur. D'accord, merci. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez contacter l'administration de la valorisation de la recherche. Oui, tout à fait. Il y a tous les valorisateurs qui sont là pour aussi vous aider à orienter votre recherche au niveau du sujet, au niveau du promoteur, au niveau du financement, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Ce service de l'UMON, c'est là pour ça. Ah d'accord, c'est gentil. Merci pour l'info. Voilà. Par contre, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, mais Latif Zaiter, vous pouvez prendre la parole sans problème. Et mettre votre caméra si vous êtes d'accord. Bonjour, c'était Bonjour. madame, du coup. Madame, excusez-moi. Alors déjà, je vous remercie pour le témoignage, c'était super intéressant. Vous avez été très pertinente sur certains sujets et j'ai trouvé ça agréable d'avoir un témoignage qui sort un peu de ce qu'on entend habituellement, qui nous met un peu la pression et qui justement permet d'avoir une perspective différente. C'est optimiste, c'est chouette. Et par contre, au départ, j'étais un peu moins attentive et je pense que vous aviez parlé d'une activité complémentaire que vous faisiez. Bien sûr. Ou que vous faites certainement actuellement aussi. Et j'aurais aimé d'abord que vous la reprécisiez. Et puis je pense avoir compris que c'était de la rédaction, de la communication. Oui. Donc je voulais juste, voilà, je trouvais ça intéressant de savoir quelles sont les portes à pousser pour pouvoir accéder à ce milieu, parce que je trouve ça aussi très intéressant de pouvoir faire de la communication scientifique. Moi, je suis étudiante en médecine, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Voilà, vous avez clairement des capacités oratrices et j'imagine rédactrices aussi, donc c'est chouette. Merci. Donc, je voulais savoir s'il fallait certaines, du coup, qualifications supplémentaires pour pouvoir accéder à ce milieu. D'abord, merci pour ce que vous venez de dire. C'est toujours super chouette d'avoir ce genre de retour. Je confirme, hein, moi, je suis actuellement indépendant complémentaire. J'ai axé mon de la communauté, donc ça vous avez bien entendu. Pour le moment, je suis encore en phase de prospection, c'est-à-dire que j'ai vraiment lancé ça début d'année. Donc, entre-temps, j'ai eu un bébé il y a 21 jours. Donc, j'ai encore, là, je suis encore en train de manager. Merci. Je suis encore en train de manager un peu différents métiers. Là. Et je vais axer ça sur, en effet, donc communication soit orale, soit écrite, comme je disais, à différents publics. Donc, soit à un public large, donc là, on est plus dans de la vulgarisation scientifique. C'est quelque chose que j'ai déjà adoré faire pendant ma thèse, mais aussi à un public plus industriel. Donc là, on est vraiment dans de la rédaction de white papers ou ce genre de choses, donc des papiers scientifiques, mais qui ne sont pas forcément publiés dans des catalogues. Oui, dans des revues, ouais, désolée, j'ai encore mon cerveau. Dans des revues, mais qui sont vraiment plutôt à des fins commerciales. Donc ça, c'est un métier que j'ai eu la chance de faire justement à Pâques, où j'étais communication officer pour la partie scientifique. Alors simplement, niveau compétences, je pense qu'il faut avoir ça en soi. Donc, quand on aime communiquer, c'est d'office plus facile. Voilà, ça c'est vraiment, je pense que c'est un peu de l'inné. Ça se travaille bien sûr, donc à force de rédiger, de mettre en place cette compétence de rédaction en anglais, et voilà, on obtient des compétences. Les rédactions d'essais cliniques, ça c'est aussi à force de le faire, si on a l'occasion d'avoir un métier qui nous permet de nous former là-dedans, ça c'est top aussi. Et puis il faut oser franchir le pas, donc avoir cette audace de se dire un jour, de se réveiller, de se dire non mais je le fais, c'est bon, et puis ça passera. Donc en termes de compétences sur papier, je pense que notre formation scientifique est suffisante. Si on a cette compétence innée de communication, ça se passe bien. Et puis il faut se créer l'occasion de le faire et sauter le pas un jour. Et voilà. Chouette. Okay. Une dernière petite précision, vous travaillez pour une revue qu'on connaît, ou c'est quelque chose que vous faites sur un blog ou quelque chose que vous faites personnellement? Voilà, c'est quelque chose que actuellement je fais personnellement. Donc, j'ai un blog, en effet. J'ai une carte presse aussi qui me permet de publier dans des organismes de presse, mais je ne l'ai pas encore exercé, ce droit de presse. Et à terme, au terme de ma procédure, donc là, j'ai
j'ai un client pour le moment, mais voilà, je vais mettre en place ça cet été. Et au terme de ma prospection, ce serait de publier pour les clients. Donc ça, après, c'est eux qui voient finalement la finalité de la publication. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, en complément, la carte presse, comment on l'obtient? On la demande. Donc, c'est sur base d'un CV, puis c'est évalué par des pairs journalistiques. Et puis, sur base du CV, de la compétence, ils décident si c'est OK ou pas de donner cette inscription à un organisme de presse, en fait. Donc, moi, je suis à l'Organisme mondial de la presse périodique, donc c'est l'OMPP. Et voilà, c'est un peu sur évaluation du dossier. Okay. Donc, voilà. Okay, merci. Alors, est-ce que un autre ou une autre étudiante souhaite poser une question? Alors, il ne faut pas hésiter du tout. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé, c'est pour ça. oui, Ils sont peut-être en que vous train de avez manger été leurs très nouilles, clair. ils sont là, non, mais c'est cool. Oui, ben voilà, je ne sais pas si je vais encore vous laisser une minute peut-être pour décider si vous avez une question ou pas. Voilà, ben en attendant, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à dire en complément de cette interview? Peut-être quelque chose qui sort un peu peut-être de l'interview de base, mais Moi, je voulais encourager ces étudiants qui vivent des temps bien difficiles parce que moi, j'ai eu, maintenant, je vais dire la chance, mais j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais, surtout pré-Covid. J'ai eu quand même, je trouve que c'est quand même assez compliqué ce qu'ils sont en train de vivre là, ce que vous êtes en train de vivre en tant qu'étudiant. Là, c'est pas facile et j'espère vraiment que vous allez pouvoir avoir la chance de vivre ici des choses bien plus stables et sociales. on a un problème de micro, hein, par contre, Madame Baroni. Il y a un petit souci de micro, donc voilà. Vous m'entendez? Vous me réentendez? Oui, mais il y a des moments, c'est un peu coupé. Oups. Je voilà. pense que c'est mon réseau. Ok. Mais il n'y a pas de souci. Donc, vous disiez que vous aviez eu la chance de pouvoir suivre vos cours en présentiel, etc. Ouais. Et Et de pouvoir faire la fête aussi. Voilà, plus, plus habituel de la vie d'étudiante. Voilà, c'est ça. Et de me faire des amis. Et donc, voilà, je voulais simplement vous souhaiter bon courage pour ces moments encore à venir. Et j'espère qu'on s'en sortira grâce au vaccin. Oui, j'espère aussi. Alors, il y a Madame Catoire qui voulait justement poser une question, puisque vous avez signalé que vous veniez d'avoir un bébé. Elle voulait savoir comment on peut mêler vie personnelle et carrière de chercheuse. Oh, merci pour cette question. Bon, je suis une grande féministe dans l'âme aussi, hein, donc c'est possible. J'ai même eu mon premier bébé pendant ma thèse, donc c'est possible. Alors, comment faire? Bon, déjà, il faut trouver un bon partenaire ou une bonne partenaire pour le faire, parce que la clé réside là-dedans. Moi, je pense que c'est tout de suite plus facile quand on est deux plutôt qu'un. Un bébé, ça se fait à deux, ça s'assume à deux aussi. Donc, si on a la chance d'avoir eu cet enfant dans un cadre, je veux dire, qui est d'un cadre de couple, je pense qu'il y a beaucoup qui reposent là-dessus. C'est vraiment de compter sur l'aide de son conjoint, de sa conjointe, et sur l'aide de sa famille, voilà, ou de ses proches. Et ne pas avoir peur de revendiquer cette maternité. Elle est là, elle est belle, elle est importante. Être enceinte ne signifie pas être malade, mais ça ne signifie pas être normal non plus. C'est un état particulier dans une vie. Il ne faut pas avoir peur de le revendiquer, de dire non, là je suis enceinte, donc il y a des choses que je peux continuer à faire, il y a des choses que je ne peux pas continuer à faire. C'est un respect de soi et de l'enfant qu'on porte. Idem une fois qu'on devient maman. Donc, quand on met un enfant au monde, il y a deux personnes qui viennent au monde. Il y a l'enfant et il y a la maman. Bon, il y a le papa ou la nonna ou les grands-parents, ou etc. Mais surtout, il y a la maman. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement et neurologiquement. Il y a
d'un bouleversement neurologique qui se fait au moment de la naissance, il ne faut pas avoir peur de l'assumer et de se dire j'ai besoin de mes 3 mois de congé de maternité. Si j'ai besoin d'un congé d'allaitement, je le prends. C'est du temps qu'on ne vit qu'une fois dans une vie. On ne pourra jamais rattraper ce temps-là. Et donc, il faut se l'accorder. Et quand on est en paix avec soi-même par rapport à la maternité, je pense qu'on peut être en paix au niveau professionnel et se dire, OK, j'ai droit à cette pause de X mois dans ma vie parce que je vais vivre quelque chose que je ne revivrai jamais. Et donc, ça permet de vraiment mieux anticiper ça. Et voilà, je pense qu'une fois qu'on est préparé, ben, ça déstresse tout le monde aussi et idem pour les employeurs. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci à vous. Voilà, ici, Mme Grégoire est en train d'écrire quelque chose. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Voilà, on vous remercie pour l'échange très instructif. Donc, je vous laisse encore un peu de temps si vous avez une question. Plus personne ne veut prendre la parole. Par contre, je vois qu'il y a un message. Ah oui. Donc, Madame Cascarano demande si jamais ils ont d'autres questions plus tard, est-ce que je peux éventuellement leur donner votre adresse mail? Oui, bien sûr. Oui, ok. Ouais. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez me contacter, donc christineboutique@tumons.ac.be, et à ce moment-là, je vous donnerai l'adresse mail de Madame Baron. Ou alors, vous pouvez même me trouver sur LinkedIn. LinkedIn, oui, exactement. Et je vous conseille franchement de faire un beau profil. C'est toujours chouette à faire et puis c'est très intéressant et important pour votre carrière. Et vous pouvez me trouver là. Ok. Alors, voilà. Il n'y a plus de questions. Donc, voilà. Donc, je vous remercie, Madame Baroni, pour vraiment cet échange, ce partage d'expérience. C'est très intéressant. Et puis, je remercie aussi des étudiants d'être présents et d'avoir posé des questions très intéressantes. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.